Donc en termes d'épidémiologie, je vous demande de retenir l'image de cette diapositive parce que ça vous traduit qu'il y a deux conditions au cours du temps qui vont favoriser le développement des infections sévères et du sepsis sévère ou du choc septique. C'est l'âge, et vous voyez que ce sont les âges extrêmes de la vie, donc les très très jeunes enfants qui ont un système immunitaire qui est encore immature, et en particulier pour les prématurés, et puis les personnes âgées. Vous voyez que globalement, grossièrement, l'incidence va commencer à augmenter très significativement à partir de 60 ans, très, très schématiquement. Et actuellement, si on regarde dans toutes les séries qui sont publiées et qui proviennent de pays industrialisés, la moyenne d'âge des patients qui viennent en réanimation pour un choc septique est aux alentours de 65 ans, la moyenne. Ce qui est important de noter, c'est que cette incidence est en augmentation au cours du temps. Il y a de nombreuses études qui l'ont montré. Là, je vous ai mis un exemple qui est d'une base de données américaine. Donc l'incidence du sepsis sévère et du choc septique est en augmentation dans les pays industrialisés. Pourquoi est-ce qu'elle est en augmentation? D'une part parce que vous savez que la population vieillit. Comme je vous ai montré, plus on vieillit et plus on est à risque de développer des infections graves. Et d'autre part, le vieillissement s'accompagne de comorbidités, de dysfonction d'organes, de pathologies qui vont elles-mêmes favoriser le développement d'infections graves. Donc l'incidence du sepsis sévère et du choc septique est en augmentation. Il y a une augmentation du nombre des hospitalisations liées au sepsis sévère et au choc septique dans les pays industrialisés. Mais pour autant, la mortalité liée au sepsis sévère et au choc septique est en diminution depuis une vingtaine d'années, avec beaucoup d'études qui l'ont montré. Là, c'est la même étude américaine qui vous montre la diminution de mortalité du sepsis sévère. Donc là, vous voyez qu'en 2003, on aboutit aux alentours de entre 35 et 40% de mortalité du sepsis sévère, c'était un peu plus important pour le choc septique, qui est l'entité un petit peu plus grave. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et puis ça, c'est un travail récent qui avait été publié l'an dernier, qui est un gros travail réalisé en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui vous montre la diminution de la mortalité du sepsis sévère au cours du temps, avec des données un petit peu plus récentes que ce que je vous ai montré. Vous voyez qu'on part en 2000 d'un taux de mortalité qui était de 35%, donc assez comparable à ce que je vous avais montré en 2003 sur la diapo précédente, et que, bon an, mal an, cette mortalité diminue et qu'on se retrouve à moins de 20% de mortalité sur les cohortes les plus récentes. Donc c'est une pathologie qui est en augmentation, mais c'est une pathologie dans laquelle on progresse puisque la mortalité diminue. Donc les facteurs de risque de développer ces infections sévères sont ceux que je vous avais exposés tout à l'heure. Donc globalement, toutes les conditions qui vont être associées à l'âge et qui contribuent aux défenses de l'organisme, que ce soit des défenses mécaniques ou des défenses mécaniques ou des défenses immunitaires, ça va être altéré potentiellement par l'âge ou par des pathologies, et ça va être susceptible d'entraîner des infections qui peuvent être sévères. Typiquement, un patient qui est âgé, qui a des troubles neurologiques et qui fait des fausses routes, va avoir tendance à faire des pnéumopathies d'inhalation. Et puis, comme je vous ai dit, lié à l'âge aussi, quelque chose qui est très sous-estimé, parce que pas encore très très bien étudié, c'est la sénescence immunitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes capacités de réponse immunitaire de l'organisme lorsqu'on est âgé que lorsqu'on est jeune. Donc le poids des comorbidités, c'est très important, et là vous avez cette diapositive qui vous montre que lorsqu'on a une comorbidité, donc c'est la courbe du haut, on a un risque qui est plus important de présenter un sepsis sévère ou un choc septique par rapport à des patients qui, c'est la ligne du bas, qui n'ont pas de comorbidité. Et parmi ces comorbidités, je vous en cite une pour l'exemple, qui est très frappante, qui est les patients qui sont neutropéniques, avec des travaux qui, vous voyez, sont un petit peu anciens, puisque c'est le travail Princeps sur le sujet, qui avait été publié en 1966,
et qui démontrait à cette époque-là, pour la première fois, le lien extrêmement fort qui existait entre la neutropénie et la profondeur de la neutropénie, et la durée de la neutropénie et le risque infectieux. Donc c'était des patients qui étaient pris en charge pour des inductions de leucémie aiguë. Et ce que vous pouvez constater, c'est que lorsque les patients ont une neutropénie qui est profonde, moins de 100 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube, je vous rappelle que la limite inférieure est aux alentours de 2500, hein, et lorsque ces patients ont une neutropénie qui est prolongée, qui est supérieure à 10 jours, à ce moment-là, vous en avez quasiment 100% qui vont présenter des infections. D'accord ? Ça marche à tous les coups. Et puis, le problème, c'est que parmi ces patients-là, il y en a un certain nombre qui vont présenter des infections graves qui vont engager le pronostic vital. Donc, c'est très important de prendre en compte les facteurs de risque de ces infections sévères. Donc, l'incidence chez les patients hospitalisés, il faut savoir que c'est quelque chose qui est fréquent, puisque ça concerne 1% des patients hospitalisés. Les infections responsables, retenez que ça va dépendre de l'unité dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, moi je travaille en réanimation médicale, donc on a de manière très largement prédominante des infections pulmonaires, mais vous pouvez avoir des ratios qui vont être un peu différents dans des réanimations chirurgicales qui vont prendre en charge des patients qui ont des infections intra-abdominales. Mais donc très schématiquement, retenez que les infections pulmonaires représentent la majorité des causes de sepsis sévère et de choc septique, suivi des infections donc intra-abdominales, et puis ensuite, un petit peu plus loin, des infections urinaires et des bactériémies primitives. Les micro-organismes responsables sont identifiés dans la majorité des cas, mais pas dans tous les cas. D'accord ? Donc vous allez avoir pour ces patients qui ont des sepsis sévères ou des chocs septiques, des infections qui vont être cliniquement documentées. Vous avez une pneumonie par exemple, sur des critères habituels de pneumonie, avec des images, des sécrétions qui sont purulentes, des difficultés respiratoires, desquelles vous allez identifier ou pas un germe. Et puis vous allez avoir des infections qui vont être microbiologiquement documentées, par exemple des bactéries primitives pour lesquelles vous aurez une bactériémie, mais pour lesquelles vous n'aurez pas forcément de foyer infectieux initial. La plupart des bactéries que vous identifiez, c'est des bactéries aérobies. Pourquoi ? Parce que techniquement, identifier les bactéries anaérobies, c'est plus compliqué, parce que les anaérobies strictes ne tolèrent pas l'oxygène. Donc si vous faites un prélèvement comme ça qui va être mis à l'air, l'oxygène va tuer ces bactéries et elles ne vont pas pousser, donc vous n'allez pas pouvoir les identifier. Donc vous allez souvent les identifier, lorsque vous les identifiez, c'est par les hémocultures. Donc vous allez essentiellement identifier des bactéries aérobies, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anaérobie. Il y a certains foyers, en particulier des foyers infectieux digestifs, dans lesquels il y a des bactéries anaérobies qu'il va falloir prendre en compte dans votre antibiothérapie. Une proportion grossièrement identique d'infections à coccigramme plus et à bacilgramme négatif. La fréquence croissante des infections fongiques, je vais vous montrer ça après. Et ce qui est très important également, c'est que 50% de ces infections graves ont une origine qui est nosocomiale chez des patients donc, qui sont déjà hospitalisés et qui sont fragilisés par une pathologie préalable. Donc l'évolution des pathogènes au cours du sepsis, en fait, elle avait été réalisée avec cette étude qui certes date un petit peu mais qui globalement rapporte des tendances qui sont toujours vraies actuellement. Donc vous pouvez constater que évidemment ce sont les bactéries qui sont en première ligne et qui sont les principales causes de choc septique, avec une proportion encore une fois grossièrement identique, et je pense que c'est ce qu'il faut que vous reteniez de bacilles à gramme négatif et de cocci à gramme positif. Et puis ce que vous voyez en jaune en bas, c'est l'augmentation de certains pathogènes qui sont les infections fongiques invasives et donc qui sont d'importance croissante dans l'étiologie des chocs septiques. Simplement, ça traduit simplement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'une part le vieillissement de la population, des patients qui sont de plus en plus comorbides et de plus en plus immunodéprimés, et puis l'origine nosocomiale fréquente du sepsis sévère et du choc septique.